Et si je vous disais que même le plus brillant des tueurs en série, un expert en taches de sang ayant opéré pendant des décennies sous le nez de la police, n'aurait aucune chance face à la force d'investigation la plus puissante du monde? Préparez-vous à une révélation inattendue. Dexter Morgan, un analyste en éclaboussure de sang qui tuait au vu et au su de tous, contre la force d'investigation la plus puissante de la planète, doté de ressources illimitées et de décennies d'expérience dans la traque des tueurs en série. Dans cette vidéo, nous allons explorer si le véritable FBI pourrait attraper Dexter. Tout d'abord, parlons d'intelligence, un génie médico-légal face à une unité de sciences comportementales. Dexter Morgan opérait avec un esprit tel un instrument chirurgical, affûté pour un seul but, sans tirer après un meurtre. Tout au long de la série, Dexter a excellé académiquement et a absorbé chaque détail sur l'analyse des éclaboussures de sang, transformant cette connaissance en une carrière au département de police de Miami Metro. Tandis que d'autres analystes voyaient des tâches et des motifs, Dexter y voyait des récits complets écrits dans les projections artérielles et les flaques. Il a constamment démontré cette capacité sur les scènes de crime, déterminant les angles d'impact, le positionnement des victimes et les caractéristiques des tueurs à partir des motifs sanguins, pendant que ses collègues traitaient encore ce qu'ils voyaient. Son intelligence allait au-delà du travail de laboratoire. Dexter piratait les serveurs de la police sans laisser de traces, falsifiait des preuves numériques et supprimait des enregistrements de sécurité. Lorsque l'Aguerta a trouvé une lame de sang sur la scène de crime de Travis Marshall lors de la finale de la saison 6 et a commencé à réexaminer l'affaire du boucher de Bay Harbor dans la saison 7, Dexter n'a pas paniqué. Lors de la finale de la saison 7, épisode 12, il lui a fourni de fausses informations, a planté des preuves pour piéger Héctor Estrada et l'a fait passer pour instable auprès de ses collègues. Il a démantelé son dossier pièce par pièce jusqu'à ce qu'elle perde toute crédibilité, la coinçant finalement au chantier naval. Tandis que Deborah a été contrainte de tirer sur l'Aguerta pour le protéger, l'intelligence de Dexter était un scalpel, précis, contrôlé et d'une efficacité dévastatrice lorsqu'il était manié seul. Cette précision chirurgicale pourrait-elle résister à un adversaire qu'il a multiplié à travers des milliers d'esprits? Parlons maintenant du FBI. L'unité d'analyse comportementale, BAU, a été bâtie sur des décennies de connaissances accumulées, des milliers de cas résolus et des techniques de profilage systématique affinées sur des générations. Des agents comme John Douglas et Robert Ressler ne se contentaient pas d'attraper les tueurs. Ils les interrogeaient, les étudiaient et construisaient des profils psychologiques qui prédisaient les comportements avec une précision terrifiante. Le FBI a créé l'unité des sciences comportementales en 1972, qui a évolué pour devenir la BAU actuelle. Entre 1972 et le milieu des années 1980, les agents ont interrogé 36 tueurs en série incarcérés pour bâtir leur base de données de profilage. En 1985, ils ont créé le VCAP, ou Viol Criminal Appréhension Programme, une base de données contenant des détails sur des milliers de crimes violents à travers le pays. Ils croisaient les types de victimes, les schémas géographiques, les périodes de répit et les signatures de scènes de crime. L'intelligence de Dexter le maintenait caché. L'intelligence du FBI était spécifiquement conçue pour trouver des gens comme lui. Lorsque le FBI a traqué Denny Radé, le tueur BTK, ils ont construit un profil, surveillé les communications et retracé les métadonnées sur une disquette qu'il leur avait envoyée. Radé pensait être malin. Le bureau avait 3 longueurs d'avance. Dexter pouvait pirater les systèmes obsolètes de Miami Metro. Mais le FBI opère avec un chiffrement, des sauvegardes redondantes et des protocoles de cybersécurité qui font paraître les bases de données de la police locale primitive. Une seule erreur, une seule empreinte numérique, et leur division cybernétique le triangulerait avant même qu'il ne termine de se déconnecter. Un seul esprit, aussi aiguisé soit-il, ne peut rivaliser avec une machine conçue pour la chasse. Le gagnant dans ce cas serait le FBI. L'intelligence chirurgicale de Dexter contre l'infrastructure systématique du FBI. Désolé, mais le génie individuel atteint un plafond. La connaissance institutionnelle, elle, ne le fait pas. Le génie médico-légal de Dexter lui a permis d'échapper à la détection sur les scènes de crime. Opérer complètement seul lui a donné un contrôle total sur chaque variable. Pourtant, cette même isolation devient une vulnérabilité critique face à une agence qui n'opère jamais seule. Nous parlons ici de la comparaison entre une opération solo et les moyens humains multi-agences. Le plus grand avantage tactique de Dexter Morgan était d'opérer en totale isolation. Pas de partenaire, pas de renfort, personne qui pourrait commettre des erreurs exposant son travail. Dès l'instant où Harry lui a appris le code, Dexter a appris à opérer seul. Il étudiait ses cibles pendant des semaines, parfois des mois, apprenant leur routine, leur domicile et leurs faiblesses. Ces salles de meurtre étaient des chefs-d'œuvre de préparation, des bâches en plastique recouvrant chaque surface, des outils disposés dans un ordre parfait, des sédatifs calculés au milligramme. Dans la saison 4,
il a passé des semaines à étudier Arthur Mitchell, le tueur de la Trinité, avant de tenter de le tuer, apprenant chaque détail de ses schémas et de sa vie de famille. Contrôle total, zéro détail lâche. Il contrôlait chaque variable parce qu'il le devait. Un détail manqué, un témoin, une goutte de sang au mauvais endroit, et 20 ans de travail s'effondreraient. Pourtant, l'isolation signifie aussi des limitations. Il ne pouvait pas être à 2 endroits à la fois. Il ne pouvait pas surveiller plusieurs suspects simultanément. Il ne pouvait pas vérifier les plaques d'immatriculation, suivre les relevés téléphoniques ou accéder aux bases de données fédérales. Tout exigeait qu'il soit physiquement présent, exposé, vulnérable. Sa force se doublait de sa faiblesse fondamentale. Ainsi, tandis que Dexter perfectionnait l'art de chasser seul, le FBI perfectionnait quelque chose de bien plus dangereux. Lorsque le FBI décide de traquer quelqu'un, il envoie une force d'intervention composée de plusieurs agents de terrain, de policiers locaux, de la police d'État et des marshals américains, créant un filet qui se referme rapidement. Prenez Ted Bundy. Il s'est échappé de détention 2 fois, a traversé les frontières des États, a changé d'apparence et a vécu sous de faux noms. Le FBI l'a quand même retrouvé, non pas parce qu'un détective a eu de la chance, mais parce que des centaines d'agents ont coordonné leurs efforts à travers les régions, partagé des informations en temps réel et resserré les taux. En 1978, les agents du FBI ont créé un profil psychologique qui a aidé à placer Bundy sur la liste des 10 criminels les plus recherchés, et en moins de 5 jours, il a été capturé. Ou prenez Luna Bomber, Ted Kaczynski, qui a opéré pendant 17 ans sans témoin ni preuve physique. Le FBI a construit un profil, analysé ses écrits, publié son manifeste, et lorsque son frère a reconnu le style d'écriture, le bureau est intervenu avec une force écrasante. Le FBI dispose d'équipes de surveillance qui se relaient, d'analystes qui travaillent 24 heures sur 24, d'experts comptables légistes qui retracent l'activité financière et de spécialistes numériques qui surveillent le comportement en ligne. Lorsqu'ils identifient une cible, ils ne se précipitent pas. Ils observent, recueillent des preuves, construisent un dossier en béton, puis agissent. Un seul homme ne peut faire grand-chose. Une agence fédérale avec une juridiction illimitée et des milliers de personnels, c'est une avalanche. L'isolation de Dexter lui donnait le contrôle, mais face à une réponse fédérale coordonnée, cette même isolation le piégerait sans nulle part où fuir. Le gagnant est donc une fois de plus le FBI. L'opération solo équivaut à un contrôle complet, comme je le répète, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à une machine coordonnée qui ne dort jamais. L'isolation de Dexter lui a conféré le pouvoir jusqu'à ce qu'elle devienne sa vulnérabilité critique face à une réponse multi-agence. Opérer en isolation n'avait d'importance que si personne ne le soupçonnait en premier lieu, ce qui nous amène à l'arme la plus puissante de Dexter. Un masque si convaincant que même des détectives entraînés n'ont jamais vu à travers. Le FBI, cependant, a passé des décennies à apprendre à voir à travers des masques exactement comme le sien. Dexter Morgan a fabriqué un personnage si convaincant qu'il est devenu invisible aux vues et au su de tous. Le sourire maladroit, les blagues de mauvais goût, l'analyste médico-légal discret qui apportait des beignets au bureau et ne causait jamais de problème. Un camouflage conçu pour le rendre invisible. Dans la saison 2, alors qu'il était au restaurant d'Eddie avec son parrain des narcotiques anonymes, Lila Tournay, Dexter utilise pour la première fois le terme de « passager noir » pour décrire ses pulsions d'homicide, l'entité qu'il portait depuis qu'il avait été témoin du meurtre de sa mère dans un conteneur maritime à l'âge de 3 ans. Tout au long de la série, le passager noir de Dexter représentait son besoin psychologique de tuer, qu'il a appris à réprimer et à canaliser grâce au code de Harry. Lors de la finale de la saison 6, intitulée « La fin du monde », Dexter se tenait au-dessus du corps de Travis Marshall, un homme qu'il venait de tuer, et a donné une analyse médico-légale impeccable à ses collègues. Aucune hésitation, aucune faille. Le masque était devenu une partie de lui. Son calme sous pression était un détachement psychopathique typique. Les émotions n'obscurcissaient pas son jugement. La peur ne déclenchait pas d'erreur. Lorsque Doak l'a piégé dans la saison 2, épisode 9, la résistance est futile. Le rythme cardiaque de Dexter est resté stable. Ses pensées sont restées claires. Il n'a pas paniqué. Il a calculé. Le masque fonctionnait parce que les gens prenaient sa performance au pied de la lettre, ne cherchant jamais plus loin, acceptant ce qu'ils voulaient voir. Mais il y a un problème avec les masques face à l'observation humaine complète. Le FBI ne se fie pas à ce qu'il voit. Le FBI construit des profils psychologiques complets basés sur des décennies de recherche qui prédisent les schémas comportementaux avec une précision terrifiante. L'unité d'analyse comportementale, comme nous l'avons dit, a été établie en 1972, évoluant de l'unité des sciences comportementales. Comme mentionné précédemment, des agents comme Robert Ressler, qui a en fait inventé le terme « tueur en série »
en 1974, John Douglas et Howard Tetten ont été les pionniers du profilage criminel en interrogeant 36 tueurs en série incarcérés entre 1972 et le milieu des années 1980. Ils ont développé la dichotomie tueurs organisés versus désorganisés. Les tueurs organisés comme Dexter planifient méticuleusement, exercent un contrôle sur les victimes, laissent peu de preuves médico-légales et maintiennent une apparence normale dans la vie quotidienne. Le FBI a créé un processus d'analyse criminelle en 6 étapes qui classe les scènes de crime, intègre les schémas comportementaux et génère des profils psychologiques détaillés. Lorsqu'ils ont interrogé Gary Ridgway, le tueur de Green River qui a échappé à la capture pendant 20 ans, les interrogateurs du FBI ne l'ont pas attaqué. Ils ont fait preuve d'empathie, l'ont fait se sentir compris et ont utilisé sa propre psychologie contre lui. Ridgway a avoué 48 meurtres, non pas parce qu'ils l'ont brisé sous la pression, mais parce qu'ils ont fait en sorte que la confession semble être son idée. Le FBI étudie des techniques d'entretien spécifiquement conçues pour les psychopathes. Établir un rapport, utiliser l'empathie tactique, analyser les micro-expressions et les schémas linguistiques. Ils utilisent le profilage géographique pour cartographier les lieux de crime et prédire où vivent ou travaillent les délinquants. Ils analysent les schémas de sélection des victimes, le comportement signature versus le modus operandi, les tendances à la collection de trophées et les dynamiques de contrôle. Lorsque le FBI a profilé Ted Bundy en 1978, ils ont prédit avec précision qu'il était intelligent, charmant, mobile, ciblé de jeunes femmes dans des lieux comme les campus universitaires et les stations balnéaires, et qu'il continuerait à escalader. Ils auraient profilé Dexter comme un tueur hautement organisé, axé sur sa mission, avec un code, probablement travaillant dans les forces de l'ordre, avec un besoin de contrôle et une planification méthodique. Son masque ne les aurait pas trompés. Ils ont interrogé des dizaines de tueurs exactement comme lui et connaissent chaque indice psychologique, chaque schéma comportemental, chaque trait prévisible. Une fois de plus, le gagnant est le FBI. Le masque de Dexter a trompé des individus qui prenaient sa performance au pied de la lettre. Les profileurs du FBI n'acceptent rien au pied de la lettre. Ils ont passé des décennies à étudier des tueurs exactement comme Dexter et connaissent chaque schéma qu'ils pensent le rendre unique. Même le profil psychologique parfait ne signifie rien sans preuve physique. Dexter pensait avoir l'avantage ultime, sa préparation méticuleuse des scènes de crime. Le FBI dispose d'une technologie qui opère à un niveau complètement différent. Dexter a construit sa survie sur une préparation méticuleuse des scènes de crime, utilisant de l'eau de javel, du film plastique et une élimination soigneuse des corps pour ne laisser absolument aucune trace de preuve. Dexter nettoyait ses scènes de crime avec de l'eau de javel et du film plastique. Il jetait les corps dans l'océan, lestés de sacs biodégradables. Il ne laissait ni empreinte digitale, ni ADN, ni témoin. Dans la saison 2, lorsque des plongeurs ont accidentellement découvert son cimetière sous-marin au large de Miami, 18 corps démembrés ont été récupérés, tous appartenant à des tueurs connus qui avaient échappé au système judiciaire. Le FBI l'a surnommé le boucher de Bay Harbor et a lancé une enquête massive dirigée par l'agent spécial Frank Lundy. Malgré la présence de preuves physiques, Miami Metro et le FBI n'ont jamais identifié Dexter parce qu'il contrôlait chaque détail physique. Dans son esprit, il était intouchable. Le masque fonctionnait parce que les gens le croyaient inoffensif à travers son personnage. Son camouflage ciblait l'observation humaine, l'analyste médico-légal maladroit qui semblait incapable de violence. Cette approche avait une faille fatale. Alors que Dexter nettoyait les surfaces à la main avec de l'eau de javel, la technologie médico-légale a considérablement progressé, bien au-delà de ce que l'œil humain pouvait détecter ou de ce que le nettoyage traditionnel pouvait éliminer. Le FBI développait des outils capables de trouver ce que Dexter pensait avoir effacé à jamais. Le FBI fait confiance à une technologie médico-légale qui opère à un niveau rendant le camouflage humain complètement hors de propos. Le luminol peut détecter des traces de sang invisibles à l'œil nu, même après un nettoyage approfondi. L'analyse ADN a tellement progressé qu'ils peuvent extraire des profils génétiques de cellules cutanées laissées sur des surfaces touchées une seule fois il y a des années. Ils disposent désormais de la généalogie génétique, la même technologie qui a permis d'arrêter le tueur du Golden State après des décennies d'inactivité. Il a suffi de l'ADN d'un lointain parent téléchargé sur une base de données publique. Le FBI utilise le géorepérage. Ils peuvent extraire des données de localisation de chaque téléphone dans une zone spécifique pendant une fenêtre temporelle donnée. Si Dexter se trouvait à proximité d'une scène de crime lorsqu'une victime a disparu, son téléphone émettrait un signal. Si ce schéma se répétait, l'algorithme le signalerait automatiquement. Le FBI utilise des drones, l'imagerie thermique, des lecteurs de plaques d'immatriculation et des logiciels de reconnaissance faciale liés à des bases de données qui cataloguent des millions de visages. S'ils identifiaient Dexter comme une personne d'intérêt, ils pourraient suivre tous les lieux où il est allé, toutes les personnes qu'il a rencontrées, toutes les transactions qu'il a effectuées.
Ils n'auraient pas besoin de le voir tuer quelqu'un. Ils auraient juste besoin de le voir dévier des schémas normaux aux moments exacts où des victimes ont disparu. Dexter était-il assez prudent pour éviter de laisser une seule cellule épithéliale sur une scène de crime? Une trace microscopique et le bureau pourrait construire un profil, le faire passer par Cody, le recouper avec des bases de données ADN familiales, et soudain, son anonymat s'évaporerait. Les données ne mentent pas. Une correspondance médico-légale, un signal de tour de téléphonie cellulaire, une caméra de sécurité. C'est tout ce qu'il faudrait. Le gagnant est donc une fois de plus le FBI. Le camouflage social contre la technologie médico-légale qui peut extraire l'ADN d'une surface touchée une seule fois il y a des années. Les méthodes de Dexter étaient conçues pour 2006. La technologie du FBI est conçue pour 2025 et au-delà. Les preuves médico-légales n'ont d'importance que si vous pouvez placer le suspect en détention. La véritable superpuissance de Dexter émerge ici, la capacité de rester de glace quand tout s'effondre. Même ce calme psychopathique a un point de rupture face aux techniques d'interrogatoire du FBI, spécifiquement conçues pour le trouver. Dexter Morgan vivait pour la pression. Quand les choses devenaient serrées, quand les murs commençaient à se refermer, ses traits psychopathiques le maintenaient de glace. Son rythme cardiaque restait stable. Ses pensées restaient claires. Il ne paniquait pas. Il calculait. Quand Doak l'a trouvé en pleine préparation dans la saison 2, Dexter s'est nettoyé, a joué la carte de la décontraction et est sorti comme si c'était un malentendu. Quand Lagertha a trouvé une lame de sang sur la scène de crime de Travis Marshall lors de la finale de la saison 6 et a rouvert l'enquête sur le boucher de Bay Harbor dans la saison 7, Dexter a gardé 3 longueurs d'avance. Elle avait une chronologie, un mobile et des preuves partielles. Lors de la finale de la saison 7, épisode 12, Lagertha a même fait arrêter Dexter au chantier naval, mais il y avait déjà attiré Hector Estrada pour faire croire que Lagertha poursuivait le mauvais suspect. Quand elle a pointé son arme sur Dexter, Deborah est arrivée et a été forcée de tirer sur Lagertha pour le sauver. Dexter a démantelé chaque pièce de son enquête tout en se présentant au travail, en souriant à Harrison et en jouant le père célibataire parfait. Les émotions n'obscurcissaient pas son jugement. La peur ne déclenchait pas d'erreur. Dexter opérait avec un contrôle émotionnel complet parce qu'il ne ressentait pratiquement rien. Son masque exigeait une performance, et cette performance restait durable tant qu'il contrôlait l'environnement et fixait les conditions d'engagement en isolation en manipulant son environnement. Le contrôle de Dexter était absolu. Les détectives de Miami Metro et les enquêteurs locaux n'étaient pas formés aux interrogatoires psychologiques avancés. Le FBI, lui, l'était. Les interrogateurs du FBI utilisent la psychologie, la reconnaissance de schémas et une préparation exhaustive pour briser systématiquement même les suspects les plus contrôlés au cours de sessions prolongées. Avant qu'un agent du FBI n'entre dans une salle d'interrogatoire, il a déjà tout étudié sur le suspect. Déclarations antérieures, dossiers financiers, historique de voyage, associés connus. Ils ont même identifié chaque incohérence, chaque lacune, chaque mensonge attendant de faire surface. Ils n'accusent pas, ils font preuve d'empathie, établissent un rapport et font en sorte que le suspect sente que la coopération est la meilleure décision. Pendant ce temps, ils observent les micro-expressions, le langage corporel, les changements de respiration et les hésitations. Lorsque le FBI a fait venir Gary Ridgey, le tueur de Green River qui avait tué pendant 20 ans sans être attrapé, il était calme, contrôlé, prêt à tout nier. Les interrogateurs lui ont parlé de sa vie et de ses motivations. Ils l'ont fait se sentir compris. Lentement, pièce par pièce, Ridgey a commencé à parler, avouant 48 meurtres. Dans une salle d'interrogatoire du FBI, Dexter ne contrôlerait rien. La température serait réglée pour le rendre inconfortable. Les chaises seraient positionnées pour créer une subtile dominance psychologique. Les questions viendraient par vagues, agressives et bienveillantes, conçues pour créer une dissonance cognitive et le piéger dans des contradictions. Le masque de Dexter exige une performance soutenue, et lors d'un interrogatoire de 6, 8, voire 12 heures, maintenir cette performance devient impossible. L'épuisement s'installe. La concentración faiblit. Et quand cela arrive, la vraie personne en dessous commence à transparaître. Une seule erreur, une seule incohérence, une seule réponse qui ne correspond pas à une déclaration précédente. C'est tout ce qu'il faut. Le gagnant est donc une fois de plus le FBI. Le contrôle de glace de Dexter contre les interrogateurs du FBI qui ont brisé des tueurs en série ayant des décennies d'expérience de plus. Ne vous méprenez pas, son calme psychopathique durerait des heures. Mais leurs techniques d'interrogatoire sont conçues pour durer des jours, jusqu'à ce que le masque se fissure. Si vous pensiez que le contrôle de Dexter sous interrogatoire était impressionnant, attendez de voir ce qui se passe quand il a décidé que Miami était devenue trop dangereuse et qu'il était temps de disparaître complètement.
Dexter Morgan comprenait que disparaître signifiait devenir si insignifiant que même les gens qui vous regardent directement ne voient rien qui vaille la peine d'être retenu. Lorsque tout s'est effondré à Miami à la fin de la saison 8, Dexter n'a laissé aucune trace. Le astérisque Slice of Life astérisque a plongé directement dans l'ouragan Laura et n'est jamais revenu. Pas de corps, pas de preuves, juste un bateau perdu dans la tempête. En quelques semaines, Dexter Morgan a sombré dans l'oubli. Des années plus tard, dans Astérisque Dexter, New Blood Astérisque, nous le voyons à Iron Lake, New York, vivant sous le nom de Jim Lindsay, un homme travaillant au magasin de pêche et de chasse de Fred, avec une cabane en dehors de la ville et une petite amie qui se trouvait être la chef de la police, Angela Bishop. Près d'une décennie s'est écoulée sans aucun meurtre jusqu'à Matt Caldwell et sans aucune enquête. Il n'a pas seulement évité les soupçons. Il a construit une vie si petite et ordinaire que personne n'y a regardé à deux fois. Il avait un travail normal, payait des impôts sous sa nouvelle identité et se fondait dans une communauté où tout le monde connaissait tout le monde. Dexter a survécu à Iron Lake parce que personne ne le cherchait. Miami Metro pensait qu'il était mort. L'affaire du boucher de Bay Harbor était close. Il n'y avait pas de chasse à l'homme, pas d'enquête active, pas de ressources fédérales déployées. Il a disparu parce que les forces de l'ordre l'ont laissé faire. Mais que se passe-t-il quand elles ne vous laissent pas disparaître, quand elles activent toutes les ressources conçues pour vous trouver? Lorsque le FBI décide qu'un suspect est vivant et opérationnel, il active une infrastructure nationale spécifiquement conçue pour fermer toutes les issues possibles et rendre la disparition impossible. Lorsqu'un suspect prend la fuite, le bureau n'envoie pas seulement des agents vers des lieux connus. Il active des groupes de travail de recherche de fugitifs qui coordonnent leurs efforts avec les marshals américains, la police d'État, la patrouille frontalière et même Interpol. Il signale les passeports, gèle les comptes bancaires et surveille l'activité des cartes de crédit en temps réel. Il distribue des alertes de recherche à toutes les agences d'application de la loi du pays. Whitey Bulger a disparu pendant 16 ans avec de l'argent, des relations et des décennies d'expérience criminelle. Il se déplaçait constamment, utilisait de fausses identités et restait hors des radars, et le FBI l'a quand même retrouvé. Ils ont vieilli ses photographies à l'aide de logiciels médico-légaux, surveillé les indices et donné suite à chaque signalement. Lorsqu'ils l'ont localisé à Santa Monica, ils sont intervenus en quelques jours. Si le FBI avait un jour relié Dexter Morgan à une série de meurtres non résolus à Miami et l'avait reclassé comme fugitif actif, toute l'infrastructure s'activerait. Ils analyseraient ses habitudes, son profil psychologique, ses destinations probables, probablement des communautés rurales où quelqu'un pourrait vivre tranquillement. Une fois la zone de recherche réduite, la reconnaissance faciale ferait le reste. Chaque caméra de sécurité, chaque photo de permis de conduire, chaque publication sur les réseaux sociaux avec quelqu'un en arrière-plan. Le FBI n'a pas besoin que Dexter fasse une erreur. Ils ont besoin qu'une seule personne télécharge une photo avec lui, et l'algorithme la signale automatiquement. Dexter travaillait dans un magasin d'appât, ce qui signifie un formulaire W2, des déclarations fiscales et un numéro de sécurité sociale. Dès que le FBI aurait extrait les dossiers d'emploi de Jim Lindsay et les aurait comparés aux bases de données biométriques, une seule empreinte digitale issue d'une vérification d'antécédents, une seule pièce d'identité avec photo scannée dans un système d'État. Son visage serait aux nouvelles, sa photo dans chaque poste de police, et des agents frapperaient aux portes à Iron Lake dans les 72 heures. Le gagnant est donc une fois de plus le FBI. Dexter a disparu parce que personne ne le traquait activement. Face à une chasse à l'homme active du FBI avec reconnaissance faciale, suivi financier et coordination nationale, son anonymat à Iron Lake ne durerait que quelques semaines, pas des années. Dexter Morgan était brillant, méthodique, précis, et pendant plus de 20 ans, il a opéré au vu et au su de tous, entouré de policiers, sans jamais être attrapé. Il a construit un système qui fonctionnait. Il a suivi le code. Il a contrôlé chaque variable. Mais tout cela a fonctionné parce qu'il chassait des individus. Des personnes qui ne le voyaient pas venir. Des personnes qui ne pouvaient pas se coordonner. Des personnes isolées, vulnérables et dépassées. Le FBI est une institution. Des milliers d'agents. Des décennies de recherche. Une technologie qui opère au-delà des limitations humaines. Une infrastructure qui s'étend sur tout le pays. Le bureau n'a pas besoin de le déjouer. Il a juste besoin de lui survivre. L'intelligence de Dexter était chirurgicale. L'intelligence du FBI est systémique. Dexter opérait seul. Le FBI opère comme une machine coordonnée. Dexter nettoyait les scènes de crime à la main. Le FBI dispose de laboratoires médico-légaux qui peuvent extraire l'ADN d'une surface touchée une seule fois il y a des années. Comme je le répète, Dexter a construit un personnage pour tromper les gens autour de lui. Et le FBI ne se soucie pas des personnages. Il se soucie des preuves,
des données et des schémas. Si Dexter existait dans le monde réel, il ne durerait pas 5 ans. Pas face à l'unité d'analyse comportementale. Pas face à Cody et VCAP. Pas face à la reconnaissance faciale, au suivi des tours de téléphonie cellulaire et à la généalogie génétique. Pas face à des interrogateurs entraînés à briser des personnes qui ont passé toute leur vie à apprendre à mentir. Il était un fantôme à Miami parce que Miami Metro ne savait pas ce qu'elle cherchait. Mais le FBI, lui, le saurait. Il le profilerait. Il le traquerait. Et il se rapprocherait bien avant que Dexter ne réalise que le filet se resserrait. Un homme avec un code contre la force d'investigation la plus puissante du monde. Le jeu aurait été terminé avant même que Dexter ne sache qu'il avait commencé. Et Dexter aurait été le premier à le savoir. C'est pourquoi il est resté discret. C'est pourquoi il est resté local. Parce qu'au moment où le FBI s'impliquerait, tout ce qu'il a construit pendant 20 ans s'effondrerait en quelques jours.